Chers élèves, bonjour. Bienvenue en cours d'économie. Alors, la séance d'aujourd'hui fait toujours partie de la mondialisation et ses enjeux. Alors, dans lequel vous avez déjà effectué les deux premiers chapitres, les échanges internationaux de biens et services et leur évolution, l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Et lors de séances précédentes, vous avez donc commencé le chapitre 3 concernant les firmes multinationales. Vous avez déjà étudié la première section, à savoir la notion de firme multinationale. Et avec moi, dans la séance précédente, on a déjà commencé la section 2 concernant les mobiles de la multinationalisation. En effet, on a déjà subdivisé cette section en deux parties. On a consacré la dernière séance à la partie A, les mobiles liés à la maîtrise des coûts. Lors de cette séance, on va s'intéresser aux autres mobiles liés au marché et à l'environnement. Commençons tout d'abord par cette liste de documents qui figure dans votre manuel scolaire et qu'on va consulter donc une par une pour essayer de voir quels sont les mobiles liés au marché et à l'environnement. En effet, donc on va essayer de répondre à cette problématique générale de la leçon. Donc, quelles sont les opportunités recherchées par les FMN dans le pays d'accueil? Donc, on va voir, on cherche à comprendre pour quelles raisons les FMN se multinationalisent, pourquoi elles se déplacent vers des pays d'accueil, pourquoi elles veulent s'installer en dehors de leurs frontières et quelles sont les opportunités qu'elles recherchent ailleurs de leurs frontières. C'est-à-dire, quels sont les lieux, comme vous pouvez voir ici dans la carte géographique du monde, là où on énumère et on marque les lieux les plus favoris à travers le monde entier de la délocalisation. Donc, vous pouvez voir que certains pays sont plus intéressants que d'autres et représentent donc des pays d'accueil très intéressants et offrent des opportunités, c'est-à-dire des avantages, c'est-à-dire des effets positifs pour les FMN. C'est ce qui explique leur multinationalisation. On va tout de suite passer au premier document de la liste. Ce premier document, comme l'indique le titre, donc, montre que les FMN se multinationalisent à la recherche de marchés d'approvisionnement et de débouchés. Donc, on va prendre cette première partie du document, ce premier paragraphe, qui va nous montrer, ou plutôt nous expliquer, quels sont les marchés recherchés par les FMN lors de leur délocalisation. Donc, commençons par ce premier paragraphe. La quasi-totalité des multinationales sont originaires des pays industrialisés. Dans cet espace de départ, les ressources en matières premières et en produits agricoles ne couvrent pas l'intégralité des besoins liés à la production industrielle et à la consommation. L'écart est particulièrement marqué par les économies européennes et japonaises, du fait notamment de l'exiguïté de leur territoire et de la pauvreté de leurs ressources naturelles. Des firmes se sont multinationalisées pour exploiter, hors des frontières, les ressources minières et agricoles. Il s'agit là du motif le plus ancien de la multinationalisation avec les grandes compagnies maritimes des Indes qui, dès le XVIIe siècle, ont exploité les grandes plantations de sucre des Antilles, puis avec les empires coloniaux. À partir des années 1950, la plupart des grands produits de base restent largement contrôlés par les multinationales. Le pétrole constitue le terrain de prédilection pour les plus grandes multinationales. Les firmes multinationales maintiennent encore aujourd'hui sous leur domination les circuits de distribution des ressources naturelles. Donc, ce document-là nous rappelle que
les firmes multinationales cherchent à donc aller au-delà de leurs frontières pour exploiter dans d'autres pays des ressources minières et agricoles qu'elles n'ont pas. D'ailleurs, le début du document nous rappelle que les pays d'origine des FMN sont dans leur quasi-totalité donc des pays industrialisés. Et comme on a vu précédemment dans la section concernant la DIT et donc l'ancienne DIT plus précisément, ces pays-là donc ont des déficits en ressources et en matières premières et en produits agricoles, et même les ressources qu'ils disposent de ces matières-là n'arrivent pas à couvrir ni leurs besoins de production ni leurs besoins de consommation. De même que dans ces pays-là, les marchés sont très pauvres en ressources naturelles, et même si la quantité existe, elle est limitée. C'est ce qui donc pousse les pays, les FMN à aller chercher d'autres marchés étrangers dans les pays d'accueil qui vont être pour eux des marchés d'approvisionnement de produits de base, des marchés d'approvisionnement en ressources naturelles. Voilà, donc j'ai opté pour cette carte géographique de l'Afrique, et là, on voit bien que le vieux continent, le continent africain, regorge de ressources naturelles et de matières premières, et que la quasi-totalité, la totalité même des pays africains, donc disposent de ressources naturelles et de matières premières et des produits de base très intéressants et nécessaires pour la production dans les pays développés et industrialisés. Ce qui les pousse à venir s'installer, à aller chercher en Afrique donc des matières premières dont ils ont besoin pour leur production industrielle. Des matières comme donc le diamant, comme l'or, comme l'uranium, évidemment comme le pétrole, comme le coton, comme beaucoup d'autres, donc des matières agricoles et produits alimentaires comme le café, le thé, les grains et bien d'autres produits. Donc c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de firmes donc non africaines, bien sûr, viennent s'installer en Afrique à la recherche de marchés, d'approvisionnement et de sources de matières premières dans ce continent. Donc, première prise de notes pour construire notre cours. Donc, la première idée concerne le premier mobile lié au marché et à l'environnement. Donc, les firmes multinationales cherchent à maîtriser leurs sources d'approvisionnement. Les FMN choisissent de se délocaliser vers des pays d'accueil où les conditions du marché sont favorables, où les sources d'approvisionnement sont garanties, sont sécurisées et bien sûr de bonne qualité. Tout cela dans le but d'améliorer leur compétitivité hors prix. Vous avez vu que tout au long des notes prises dans la séance précédente concernant les mobiles liés au coût, donc on avait terminé donc, notre idée par par mentionner le fait que grâce à ces mobiles-là, grâce à ces avantages-là, les FMN améliorent leur compétitivité prix. En ce qui concerne ces mobiles de la deuxième partie, à chaque fois, on va insister sur le fait que ces avantages permettent finalement à la firme d'améliorer plutôt sa compétitivité hors prix. On enchaîne. Elles choisissent alors des pays riches en ressources naturelles, en produits primaires, en produits agricoles, en minerais, en produits énergétiques et en produits semi-finis. Pourquoi? Pour y installer leur filiale commerciale d'approvisionnement. La filiale commerciale d'approvisionnement, c'est elle, comme ce que vous avez vu dans la première section de ce chapitre, c'est elle qui va fournir la maison mère ou même les autres filiales de toutes les matières premières dont elles ont besoin. Donc, pour y installer leur filiale commerciale d'approvisionnement et se concentrer en amont avec leurs fournisseurs de matières premières. Alors, on enchaîne.
toujours dans ce document, et deuxième paragraphe de ce document qui s'intitule « À la recherche de marchés d'approvisionnement et de débouchés ». Donc, on a vu, on a expliqué donc, la recherche de marchés d'approvisionnement. On va maintenant passer à l'explication de la recherche de débouchés. Par ailleurs, dans leur pays d'origine, les firmes qui vont devenir multinationales sont confrontées à l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent d'augmenter leur part de marché. La croissance de leur chiffre d'affaires est fonction du taux de croissance du PIB. Elle dépend donc de l'accroissement de la taille du gâteau. Le souci de maintenir un taux de croissance élevé du chiffre d'affaires, supérieur à celui permis par l'économie d'origine, conduit les dirigeants des firmes oligopolistiques à regarder hors des frontières et, entre autres, à choisir d'aller produire à l'étranger. Par exemple, comme ce qui se passe dans le secteur de l'automobile. Donc, ce deuxième paragraphe du document nous informe que les FMN ont un souci majeur, c'est d'avoir un taux de croissance élevé de leur chiffre d'affaires. Donc, quelle est la solution pour atteindre cet objectif? C'est de regarder en dehors de leurs frontières. Ça veut dire, c'est d'aller s'installer ailleurs, dans un pays d'accueil, d'implanter leur filiale à l'étranger, c'est de se délocaliser. Et pourquoi? Pour produire à l'étranger. Qu'est-ce qui pousse ces FMN à faire cela? C'est que comme leurs pays d'origine ont des marchés qu'il leur est impossible d'augmenter et que généralement elles cherchent de nouveaux marchés encore plus larges que les marchés de leur pays d'origine, alors la solution s'impose. Il faut aller chercher de nouveaux débouchés, de nouveaux consommateurs, des marchés plus larges dans d'autres pays d'accueil. Alors, un autre document, toujours en ce qui concerne la quête ou la recherche de ces firmes multinationales et leur besoin de conquérir de nouveaux marchés en plus de leur marché du pays d'origine. Certaines filiales se voient confier un mandat pour développer et fabriquer un type de produit à destination de l'ensemble des marchés mondiaux. Ainsi, IBM a établi son centre mondial pour les ordinateurs personnels à Tokyo. Philips, son centre pour les écrans d'ordinateurs à Taïwan. Les multinationales présentes en Europe mettent en œuvre les économies d'échelle et tirent parti du marché européen qui s'élargit. L'expérience des multinationales dans les marchés émergents suggère que les produits mondiaux doivent être différenciés par niveau de revenus ou d'exigence des consommateurs, plutôt que par zone géographique. Ainsi, dans l'industrie automobile, où plusieurs constructeurs ont tenté des stratégies de voitures mondiales depuis les années 1970, Fiat connaît un beau succès avec le modèle Palio, spécifiquement conçu pour les marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est et même de l'Asie. D'autres constructeurs ont conçu des voitures adaptées à des revenus modestes et à des infrastructures rustiques. Ce document-là nous insiste sur le fait que les FMN cherchent à s'installer dans des marchés étrangers en dehors de leurs frontières, toujours pour agrandir leur taille de marché, toujours pour élargir leur marché, toujours pour pouvoir appliquer les économies d'échelle et toujours pour être présents sur des marchés mondiaux. Alors, à la recherche de qui? À la recherche de autres types de consommateurs, des consommateurs qui ont d'autres exigences, des consommateurs qui appartiennent à d'autres zones géographiques, des consommateurs qui ont autres revenus, par exemple des consommateurs qui ont des revenus plutôt modestes et n'ont pas toujours adressé le produit à des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat plus élevé et peut-être, pourquoi pas, s'adresser, aller vers d'autres marchés où il y a des infrastructures rustiques un peu particulières. Donc, on va tenir compte de toutes ces caractéristiques différenciées
de toutes ces autres conditions dans les autres pays, dans les autres marchés, pour orienter ou pour adresser le produit vers ces nouveaux consommateurs, vers ces nouveaux marchés dans les autres pays, à part le pays d'origine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte géographique du monde, qui montre que selon un exemple d'une multinationale très connue à travers le monde, que vous connaissez sûrement tous, cette multinationale a son pays d'origine aux États-Unis d'Amérique, mais cela n'empêche qu'elle a des points de vente partout dans le monde, par les carreaux en marron, sans représenter les zones où cette firme multinationale d'origine américaine, elle offre son produit et elle va destiner et s'adresser à d'autres marchés. Donc, elle vend ses produits sur le marché nord-américain et non pas seulement le marché des USA. Elle est aussi présente sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle est aussi présente en Asie Pacifique. Alors, ça, en ce qui concerne le mobile lié à la recherche ou plutôt à la conquête de nouveaux marchés. Mais aussi, cette firme a des points de vente un peu partout, aussi en Australie. On voit aussi ce qui est en vert clair en Europe occidentale et dans toute l'Amérique du Nord. Concernant les usines et les filiales ateliers, les autres couleurs, orange, rouge et jaune représentent les différentes zones dans lesquelles sont installées les différentes filiales, les différentes usines de cette FMN. Donc, vous voyez que même si c'est une firme d'origine américaine, elle a essayé d'installer ces usines, ces filiales commerciales d'approvisionnement, ces filiales ateliers un peu partout dans le monde. On voit ici en Amérique centrale et en Amérique latine, on voit ici dans le sud-est asiatique. Oui, le sud-est asiatique, notamment en Chine et en Inde. C'est ce qui montre que les firmes multinationales cherchent à conquérir de nouveaux marchés, soit des marchés d'approvisionnement, soit des marchés où existent de nouveaux débouchés. Alors, on a aussi dégagé à partir du document d'avant précédent, qui est celui qui a précédé la carte, que les FMN cherchent à adresser des produits différenciés à des consommateurs différenciés. Donc, dans ce cas, les FMN appliquent ce qu'on appelle la stratégie du marketing différencié. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles divisent leur population en plusieurs segments de consommateurs. Donc, supposons que tous ceux-là sont les consommateurs auxquels s'adresse la FMN avec son produit. Elle va donc subdiviser ces consommateurs en différentes catégories, en 5 catégories. Chaque catégorie correspond à des caractéristiques différenciées de l'autre catégorie. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la FMN? Elle va essayer de produire des produits différenciés et pour chaque produit, il y a des caractéristiques adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de ce segment de consommateurs. Donc, comme ça, elle pourra donc exister et pénétrer dans plusieurs marchés. Elle pourra adresser différents produits à différents consommateurs, quel que soit, comme a dit le document tout à l'heure, quel que soit où et la zone géographique dans laquelle se trouve le consommateur, quel que soit son pouvoir d'achat, quels que soient ses besoins et quelles que soient ses préférences. Alors, deuxième prise de notes dans votre cahier concernant le deuxième mobile de la partie mobile liée au marché et à l'environnement, la conquête de parts de marché. Les FMN choisissent de se délocaliser vers des pays d'accueil où les conditions de marché sont favorables, où les marchés sont plus développés, où elles peuvent trouver de nouveaux débouchés, c'est-à-dire de nouveaux consommateurs, dans le but d'améliorer évidemment la compétitivité hors prix. Deuxième idée, c'est que ces FMN choisissent alors de répondre à la fois à la demande des clients locaux
et des clients internationaux. Donc, ne pas s'adresser seulement aux consommateurs du pays d'origine ou aux consommateurs du continent où se trouve la firme, mais aux consommateurs du monde entier, des consommateurs ou des clients internationaux. Donc, elles choisissent aussi d'adapter les produits aux caractéristiques internationales, à satisfaire une demande mondiale différenciée, à affronter la concurrence nationale et internationale, d'où à conquérir des parts de marché de plus en plus vastes et élargies. Et comme vous pouvez le voir ici, ce sont les caractéristiques de la compétitivité hors prix qu'on a déjà vu au début de l'année. Elles choisissent aussi de répartir les risques liés à la conjoncture économique et politique en s'implantant dans différents pays par leurs filiales commerciales de distribution et leurs filiales relais. Et évidemment, les FMN donc, ne veulent pas être dépendantes d'un seul milieu, d'une seule zone, d'un seul type de pays, donc de ne pas être sous le risque de certaines conjonctures ou situations économiques ou politiques de certains types de pays ou de certaines régions du monde. Donc, elles diversifient et elles élargissent leur marché. Alors, passons maintenant à un autre document. Donc, on termine avec les deux premières mobiles, on passe à la troisième. Ce document-là va nous permettre de comprendre que font les FMN lorsqu'elles vont se délocaliser, c'est-à-dire avant d'appliquer cette stratégie, quelle est la logique qu'elles suivent. Alors, derrière la firme First Mover, donc qu'est-ce qu'on appelle une firme First Mover et pour qui sont derrière elle? Les multinationales ont une information imparfaite des sites étrangers potentiels. Savoir que d'autres filiales ou des entreprises locales sont déjà implantées dans une localisation particulière peut jouer un rôle important dans la stratégie de localisation. Être informé de l'attractivité d'un lieu de production peut alors entraîner un comportement d'agglomération. La proximité d'autres firmes d'un même secteur va, dans un sens, être une source d'agglomération géographique. Après l'implantation d'une firme First Mover, toutes les autres entreprises vont vouloir la suivre, en espérant pouvoir ainsi bénéficier des externalités positives. Là, il est clair que les firmes, pour leur stratégie de multinationalisation, elles suivent une stratégie de localisation. Pourquoi? Parce qu'elles veulent impérativement, nécessairement, avoir une information parfaite et non pas une information imparfaite sur les sites étrangers, sur les lieux des pays d'accueil où elles vont potentiellement s'installer. Donc, la firme ne se déplace pas tant qu'elle n'a pas d'informations parfaites sur le pays d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir en premier lieu sur ce pays d'accueil? Elle a besoin de savoir si jamais il y a déjà d'autres firmes ou au moins une firme qui s'est déjà installée dans cette zone géographique. C'est ce qui fait qu'elle va voir que l'expérience de la première firme qui a bougé, de la première firme qui s'est déplacée, elle a besoin de voir si jamais la première expérience a réussi, alors elle va se dire pourquoi pas moi, pourquoi pas suivre la même stratégie de localisation. Donc sûrement que ce lieu il est attractif, il est intéressant et pourquoi pas je ne vais pas m'installer à proximité de cette autre firme ou des autres firmes qui m'ont précédé, qui sont allées avant moi et qui sont dans mon secteur d'activité. Donc, cette implantation va se faire en groupe, ça va se faire une agglomération géographique, une concentration dans le même lieu. Toutes ces entreprises vont s'installer les unes à côté des autres et tout cela
On en a déjà parlé concernant ce point-là. On a déjà vu dans le chapitre des facteurs de la croissance et précisément dans la section concernant la contribution de l'investissement à la croissance économique, on a vu que l'investissement de plusieurs entreprises dans le même site géographique ne peut qu'être bénéfique pour les unes et les autres parce que toutes elles vont bénéficier d'externalités positives. Alors, j'ai opté pour le cas de la Tunisie. Donc, voilà la carte géographique de la Tunisie et j'ai vu que c'est intéressant que vous voyez comment la Tunisie constitue un terrain intéressant, un site d'agglomération intéressant pour beaucoup d'FMN, vu que les unes et les autres se sont succédées pour venir s'installer sur le territoire tunisien. Donc on voit bien que tout au nord de la Tunisie, dans le gouvernorat de Bizerte, il y a une technopole spécialisée dans les industries agroalimentaires. Ensuite, dans le gouvernorat de l'Ariana, dans le Grand Tunis, 2 technopoles. Le premier à Sidi Thebet pour les biotechnologies, le deuxième à El Razel pour les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Ensuite, toujours dans le Grand Tunis, dans le gouvernorat de Ben Arous, un autre à Borja Sedria pour les activités liées à l'environnement et à l'énergie. Ensuite, à Sousse pour les industries mécaniques électriques. À Monastir pour les industries du textile et de l'habillement. Ensuite, à Sfax, une autre technopole pour les TIC, comme celle de Razel. Donc, heureusement aussi au sud, 2 technopoles installés à Agabès et à Gafsa pour des activités multisectorielles. Et enfin, dans le gouvernorat de Médine, donc une technopole pour exploitation et la valorisation des richesses naturelles du Sahara. Donc l'existence d'une ou de plusieurs technopoles sur un territoire donné, comme la Tunisie, ne peut que être attractif pour les FMN et faire venir les unes après les autres pour s'installer et pour investir dans notre pays. Alors, cette photo, pour ceux qui ne connaissent pas donc, la capitale et la banlieue sud de la capitale, à savoir la zone de Radès, donc elle montre avec une vue du ciel, prise du ciel, donc le fameux port de Radès. Ça constitue une infrastructure fondamentale, importante, indispensable pour l'arrivée des FMN sur notre territoire ou sur n'importe quel territoire. On voit aussi donc cette remarquable autoroute et ce grand et fameux pont qui va desservir donc la zone et la banlieue sud de la capitale, Radès, et le pont de Radès, à partir duquel donc s'acheminent donc les principaux échanges commerciaux de la Tunisie vers le reste du monde, à travers en grande partie des activités des filiales des FMN installées en Tunisie. On voit aussi ici, donc, dans la zone de Zarzis, donc, qui est une ville dans le sud tunisien, donc le sud-est tunisien, dans le gouvernorat de Médine, donc une zone franche, donc c'est la zone appelée parc d'attractivité ou d'activité économique de Zarzis, c'est ce qu'on appelle une zone franche. Et vous avez déjà une idée sur l'importance des zones franches pour un pays d'accueil et l'importance de ce genre de lieu pour l'attractivité des IDE et des FMN. Passons maintenant, toujours dans le même contexte et dans le contexte de ce mobile, donc toujours les FMN qui cherchent à se délocaliser, et cette fois-ci, d'après le document, à la recherche des innovations.
Donc, la concurrence s'exerce à l'échelle mondiale sur toutes les dimensions des produits et des services, des prix à la qualité, en passant par les caractéristiques les plus diverses, telles que le design, la miniaturisation, la légèreté et bien d'autres caractéristiques. Elle pousse les entreprises à explorer de nombreuses pistes technologiques. L'internationalisation des fonctions de recherche et développement, qui s'amplifie dans les années 1990, se poursuit pour tirer parti des pôles d'excellence situés à l'étranger. Cette motivation explique déjà le grand nombre de joint-ventures et de rachats d'entreprises par des multinationales dans des domaines des technologies, de l'information et de la communication, l'éthique, de nouveaux matériaux et des biotechnologies aussi. Ce dernier domaine se caractérise par la nette avance des États-Unis. Certaines entreprises européennes et japonaises implantent aux États-Unis des laboratoires de recherche pour établir des liens étroits avec les entreprises américaines innovantes. Ce document-là nous rappelle sur le fait que, à cause de la concurrence mondiale auquel sont confrontées les FMN, alors elles se trouvent dans l'obligation de tenir compte de plusieurs caractéristiques et tenir compte des prix et de la qualité de leurs produits. Et tenir compte de ces caractéristiques ne peut se faire que si et seulement si la FMN est en quête continue pour l'innovation, c'est-à-dire elle innove encore et toujours. Elle cherche toujours à innover des produits, à innover dans les mêmes produits, et cela nécessite bien évidemment le fait qu'elle doit explorer de nombreuses pistes technologiques. La FMN doit internationaliser ses fonctions de recherche et développement. Elle ne doit pas rester limitée dans une même zone, dans un même pays, dans un même type d'activité de recherche et développement. Bien au contraire, elle doit élargir ses horizons. Elle doit aller vers d'autres pays, là où il y a donc l'activité d'innovation beaucoup plus développée, beaucoup plus avancée. Et pourquoi? Pour tirer parti, pour profiter des pôles d'excellence situés à l'étranger. Même si un pays peut être innovateur, il se peut qu'un autre pays soit innovateur beaucoup plus que lui. Donc, il se peut que dans son secteur en particulier, à l'étranger, on est beaucoup plus innovant. C'est ce qui explique pourquoi donc des Japonais et des Européens, donc des FMN, pas négligeables du tout, donc japonaises, européennes, font la course à s'installer aux USA. Pourquoi? Pour s'installer à côté des entreprises américaines qui sont les plus innovantes et pour établir des liens entre elles et pour bénéficier, comme on avait vu dans l'autre document, des effets d'externalité positive. Alors, cette photo illustre donc la très fameuse Silicon Valley. Vous avez déjà vu ça en géographie, je crois, l'année dernière. Alors, c'est quoi la Silicon Valley? C'est la plus fameuse des technopoles du monde. C'est le site de technologie, de recherche, de développement, d'innovation le plus important au monde. Vous voyez ici donc le nombre presque infini de marques et de noms de multinationales et de filiales qui se concentrent tous et toutes dans la même Silicon Valley, tout cela dans le but de profiter des innovations, de développer encore plus de travaux de recherche et développement et bien sûr de bénéficier des externalités positives comme on avait dit tout à l'heure. Alors, on termine par la prise de notes pour le mobile numéro 3. Alors, les FMN donc, cherchent des conditions d'accueil favorables dans d'autres pays et à l'étranger, en dehors de leurs frontières. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que les FMN choisissent de se délocaliser vers des pays où les conditions d'installation sont favorables.
aux innovations et où l'État présente de multiples avantages. Quels avantages? Surtout en matière de réglementation souple, donc les lois, etc. Vis-à-vis de qui? Bien sûr, vis-à-vis des investisseurs étrangers, parce que la FMN, elle sera un investisseur étranger, donc ça serait intéressant de voir, avant de se déplacer, de voir qu'est-ce que propose l'État du pays d'accueil comme loi pour ces investisseurs étrangers. Alors tout cela dans le but d'améliorer leur compétitivité hors prix. On peut aussi noter qu'elles choisissent donc une infrastructure adéquate, des réseaux de transport modernes. On a vu que les routes, les autoroutes, les ports et les aéroports, c'est une caractéristique très importante. Il faut aussi qu'il y ait des zones industrielles développées et surtout des zones franches, comme on a vu dans le cas de la Tunisie. Tout cela pour bénéficier des accords de libre-échange des marchandises dans le cadre de l'OMC. Donc, si jamais le pays qui intéresse la FMN est aussi membre à l'OMC, contient aussi des zones franches et prévoit aussi des accords de libre-échange, c'est encore un facteur favorable et stimulant pour la FMN. Elles choisissent aussi des pays d'accueil avancés technologiquement. Donc, ce n'est pas toujours vrai que les FMN se déplacent uniquement vers les pays à niveau de développement moins élevé. Donc, la délocalisation intra-pays développés est aussi d'actualité. Donc, elles préfèrent des pays d'accueil avancés technologiquement où d'autres firmes sont déjà installées pour profiter des externalités positives, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, et de la diffusion gratuite des connaissances entre firmes de la même technopole. Et ici, on vous renvoie vers, comme j'ai dit tout à l'heure, vers votre partie concernant la contribution de l'investissement à la croissance économique. Alors, un autre document concernant un autre mobile. Donc, d'après le document, on peut comprendre que les FMN cherchent à contourner des obstacles et à réduire les risques. Contourner un obstacle, c'est-à-dire à prendre un chemin qui va nous permettre d'éviter cet obstacle, d'échapper à cet obstacle. Au premier rang des obstacles aux échanges internationaux, il faut mentionner l'existence de barrières protectionnistes. Leur définition ne doit surtout pas être limitée aux seuls tarifs douaniers. Les barrières non tarifaires jouent un rôle tout aussi important. La production sur place apparaît comme le meilleur moyen pour une firme de pénétrer ou de se maintenir sur un marché. Les espaces nationaux correspondent à des espaces financiers et fiscaux qui peuvent constituer des incitations pour l'établissement d'une filiale. L'existence de paradis fiscaux au Luxembourg, en Suisse, aux Bahamas ou des zones franches des pays en voie de développement, tout cela attire l'implantation de filiales ateliers. Il faudrait noter enfin le rôle des États dans la dynamique de la multinationalisation quand celle-ci répond à une stratégie de réduction de risque par la diversification géographique. Donc, on retrouve aussi dans le deuxième paragraphe toutes les informations qu'on a déjà dégagées à partir des documents précédents, donc tels que le fait de choisir un pays parce que c'est un paradis fiscal, le fait de choisir un pays parce qu'il y a des zones franches, le fait de choisir un pays parce que l'État présente des avantages non négligeables et le fait que il y a moins de risques dans ce pays. Alors, de quels risques parle-t-on? Donc, des risques liés aux échanges, des obstacles qui peuvent freiner les échanges internationaux de la firme. Qu'est-ce qui peut freiner une firme à échanger à l'échelle internationale? Effectivement, c'est l'existence de barrières protectionnistes. Une barrière, ça nous empêche de passer au-delà. Donc, si un pays se protège et met des barrières face aux exportations et aux importations, face à n'importe quel type d'échange, pour se protéger et élève ses droits de douane et propose ou impose plutôt
des tarifs douaniers très élevés, ceci, ça ne peut être qu'un obstacle et un risque pour la FMN. Si jamais le pays, pour se protéger, il va préciser toute une liste infinie de barrières non tarifaires, c'est-à-dire des listes où il y a des conditions d'hygiène, de santé, des conditions liées aux caractéristiques des marchandises à accepter et des marchandises à refuser. Donc tout cela, que ce soit concernant donc les tarifs douaniers ou concernant les tarifs non ou les barrières non tarifaires, tout cela constitue un obstacle pour la firme. Donc qu'est-ce qu'elle a comme solution? Elle doit se déplacer, produire sur place, pénétrer d'autres marchés et se maintenir sur ces marchés-là pour être là où il faut, pour profiter de tous ces avantages-là. Alors, ce schéma-là ou ce circuit-là illustre bien jusqu'à quel point la firme peut avoir, peut être obligée à subir tous ces obstacles-là. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc la marchandise de son expéditeur, de son point de départ vers son destinataire, c'est-à-dire son point d'arrivée, la marchandise peut être obligée de passer par plusieurs douanes. Et à chaque douane, il y a des contrôles de marchandises. Et à chaque douane, on est obligé de payer des tarifs douaniers. Donc, plus il y a de passages par plus de douanes, plus il y a des tarifs douaniers et peut-être même des barrières non tarifaires à payer et à respecter. C'est ce qui rend la tâche et l'échange beaucoup plus difficile pour la firme. Donc, qu'est-ce qu'elle préfère, la firme? Elle préfère des pays où il y a beaucoup moins de risques et beaucoup moins d'obstacles. Alors, on enchaîne avec cet autre document qui, à partir du titre, nous fait comprendre que les firmes cherchent à fuir quelque chose. Qu'est-ce qu'elles veulent fuir? La contrainte verte. Une contrainte, c'est quoi? C'est un obstacle, c'est quelque chose qui nous empêche de faire autre chose. Alors, certaines raisons poussent la firme à implanter des filiales à l'étranger pour échapper à la contrainte verte. Certaines entreprises font le choix de s'implanter dans des pays en développement qui acceptent volontiers un peu plus de pollution en échange d'emplois. Certains pays accueillent des industries salissantes comme la fabrication de la peinture ou de la teinturerie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on entend dire par contrainte verte? Donc ce sont les obstacles que mettent les pays développés donc à leur firme, surtout lorsque la firme est active dans les industries salissantes, comme la peinture par exemple. Ces industries sont salissantes, donc elles portent atteinte à l'environnement, à la nature, aux ressources naturelles, donc au climat. Donc elles vont mettre en péril leur développement durable et elles vont menacer le pilier environnemental de leur développement. Les pays développés n'accepteraient pas ça, donc les FMN, pour échapper à ces conditions très strictes et très rigides, préfèrent aller dans des pays autres, notamment dans des pays en développement. Pourquoi? Parce que ces pays développement ne sont pas du tout soucieux de la pollution que peut causer ces industries salissantes, ne sont pas en mesure de protéger leur pilier environnemental et ne sont pas dans la logique du développement durable, donc ils s'en fichent. Alors ils ne contrôlent rien, ils ne cherchent à appliquer aucune loi et tout cela est accepté parce que tout simplement la FMN va en échange leur créer beaucoup d'emplois et va les aider à absorber le chômage dans ces pays. Par contre, dans leur pays d'origine, la firme peut être obligée de payer beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes concernant son activité qui a fait atteinte à l'environnement. Alors,
Ce circuit-là nous montre un exemple d'activité d'une FMN très connue à travers le monde. C'est une FMN qui est active dans le domaine du textile. Donc, comme vous pouvez voir, la première activité, c'est la culture du coton. Donc, il faut faire des activités agricoles et d'égrenage, c'est-à-dire des activités pour planter et cultiver le coton. Évidemment, ceci ne va pas être en Europe, ceci va être délocalisé dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que cette activité d'égrenage et d'agriculture du coton, elle utilise énormément de pesticides et d'engrais chimiques, ce qui est accepté facilement en Afrique de l'Ouest et ce qui est catégoriquement refusé ou très sévèrement contrôlé dans les pays d'origine. Ensuite, deuxième étape, donc le filage et le tissage. Donc en Inde, on arrive à la troisième étape. Pourquoi elle est délocalisée en Chine? Parce que tout simplement, c'est une étape de la teinture. Cette étape de la teinture, elle utilise énormément d'eau. Donc, elle risque l'épuisement d'une ressource naturelle très importante, ce que refusent les pays développés soucieux de leur développement durable. Et surtout, c'est une activité qui se fait dans des usines très polluantes. Donc, il est préférable de la délocaliser dans un pays tel que la Chine qui accepte volontiers ce genre d'activité. L'essentiel, c'est de créer des emplois. Ensuite, l'activité 4, c'est la confection. Elle va être au Bangladesh. Et enfin, le produit arrive en Europe à destination finale. Donc, avec toute cette DIPP, l'essentiel, c'est que les activités salissantes ne soient pas localisées dans le pays d'origine, dans les pays développés. L'essentiel, c'est qu'on les a délocalisées à l'étranger. Alors, quel est donc l'impact négatif de cette industrie de vêtements sur les pays producteurs? C'est l'épuisement de leurs ressources, c'est les changements climatiques, ça pollue énormément l'eau, ça pollue l'air, ça détruit des habitats et ça entraîne des souffrances animales. Et tous ces impacts sont catégoriquement refusés par les pays développés. C'est ce qui pousse les FMN à les délocaliser dans des pays où le contrôle n'est pas aussi strict que dans le pays d'origine. Enfin, qu'est-ce qu'on peut noter dans le mobile 4? La possibilité de contourner certains obstacles est une justification du mobile lié au marché et à l'environnement. Les FMN choisissent de se délocaliser vers des pays où les obstacles et les risques sont réduits, où les barrières douanières, qu'elles soient tarifaires ou non tarifaires, sont souples, où les normes de sécurité alimentaire et d'hygiène sont quasi inexistantes. C'est-à-dire il y a soit qu'il y a un contrôle très souple, soit qu'il n'y a pas de contrôle carrément. Et où le système administratif n'est pas compliqué. Tout cela dans le but d'améliorer leur compétitivité hors prix. On peut ajouter aussi que les FMN choisissent de plus en plus de nos jours de fuir leur pays d'origine développé où les taxes environnementales sur les activités polluantes sont trop élevées pour aller vers des pays à niveau de développement humain et durable très faible. Ces pays-là, donc dans ces pays-là, l'État accepte volontiers les activités industrielles destructrices pour la nature. Donc pour eux, ce n'est pas aussi grave, en contrepartie d'investissements et de création d'emplois. Alors, pour récapituler le contenu de cette deuxième partie de la section concernant les mobiles et plus précisément les mobiles liés au marché et à l'environnement. Donc, 4 mobiles encore une fois. Le premier mobile, c'est que les FMN se délocalisent à la recherche de sources d'approvisionnement. Donc, elles veulent maîtriser leurs sources d'approvisionnement. Les FMN se délocalisent aussi car elles veulent conquérir des parts de marché beaucoup plus vastes. Les FMN se délocalisent, elles cherchent des conditions d'accueil beaucoup plus favorables et stimulantes et flexibles dans le pays d'accueil. Et enfin, les FMN se délocalisent pour donc profiter de la possibilité de contourner certains obstacles.
Alors, ceci étant pour le contenu de la partie B, mobilier au marché et à l'environnement, et avec cette activité-là, on clore toute la section les mobiles de la multinationalisation, la section 2 du chapitre les firmes multinationales. Donc, au bout de cette section, je vais vous proposer, encore une fois, comme convenu dans les autres séances, une activité de récapitulation et d'évaluation. Dites pour chaque critère s'il s'agit d'un mobile lié à la maîtrise des coûts ou bien lié au marché et à l'environnement pour justifier la multinationalisation des entreprises. Donc, je vais vous proposer donc, une série de critères. Ces différents critères sont placés sur une échelle de 3 à 5 et ces critères-là, donc on les a présentés aux responsables des multinationales et on leur a demandé qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour votre délocalisation. Ils leur ont demandé de noter de 0 à 5 chaque critère. Plus le critère, sa note proche de 0, plus que c'est un critère pas du tout important pour la délocalisation. Et plus que la note du critère tend vers 5, plus que c'est un critère extrêmement important pour la délocalisation. Donc, on voit bien que tous les critères ont des notes supérieures à 3, donc des critères importants. Donc, je vais vous énumérer donc, les critères et au fur et à mesure, vous allez réfléchir à la question. Est-ce que c'est plutôt un critère lié au premier type de mobile, c'est-à-dire la maîtrise des coûts, ou est-ce que c'est plutôt un critère lié aux deuxième catégorie de mobiles, les mobiles liés au marché et à l'environnement. Donc, premier critère, disponibilité du travail non qualifié. Est-ce qu'il y a suffisamment de main-d'œuvre non qualifiée ou pas? Qualité des liaisons maritimes. Et ça a rapport avec l'existence de ports et de transport de marchandises. Coût du travail non qualifié. Ça nous ramène aux charges salariales. Prix de l'immobilier. Présence d'autres firmes du même secteur. Est-ce qu'il y a déjà d'autres firmes qui nous ont précédés, qui se sont installées ou pas? Proximité des consommateurs sophistiqués. Est-ce que les consommateurs du pays d'accueil sont différenciés ou pas? Accords bilatéraux d'investissement. Est-ce qu'il y a un accord entre pays d'origine et pays d'accueil? Est-ce que le pays d'accueil est membre à l'OMC ou pas? Qualité du réseau routier en ce qui concerne les routes et les autoroutes. Qualité des universités et des centres de recherche, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des activités de recherche et développement? Est-ce que le pays sera innovant ou pas? Qualité des services de santé. Accès au marché d'exportation. Est-ce qu'on peut échanger facilement ou pas? Est-ce qu'on peut appliquer donc, notre commerce intrafirme facilement ou pas? Qualité des fournisseurs locaux, donc là par rapport au marché d'approvisionnement. Importance des frais généraux. Qualité des liaisons aériennes, toujours concernant le transport. Accords bilatéraux sur la double imposition. Et ça nous ramène aux charges fiscales. Droit du travail. Charges sociales, attitude à l'égard des investisseurs étrangers, est-ce que le pays propose des avantages ou pas, aide aux investissements concernant les taux d'intérêt, les possibilités d'obtenir des crédits, qualité des services financiers, donc toujours par rapport au financement, imposition des sociétés par rapport au taux d'impôt, disponibilité du travail qualifié concernant les charges salariales, coût du travail qualifié, qualité des télécoms et enfin stabilité politique et macroéconomique dans le pays d'accueil. Donc, relisez si vous voulez, donc je vous accorde quelques secondes pour relire ces critères-là et dites s'il s'agit plutôt d'un critère par rapport aux mobiles liés au coût ou plutôt un critère qui fait partie des mobiles liés au marché et à l'environnement. Alors, je vous accorde la réponse. Alors, je vais donc commencer par les critères qui font partie des mobiles liés à la maîtrise des coûts. Donc, on peut mettre par exemple le coût et la disponibilité du travail qualifié, le coût du travail non qualifié, le droit du travail, l'imposition sur les sociétés, la qualité des services financiers, l'attitude à l'égard des investisseurs étrangers
Et si tous ces critères-là sont respectés, évidemment, grâce à sa délocalisation, la firme ne peut que améliorer sa compétitivité prix. D'un autre côté, on va noter tous les critères relatifs aux mobiles liés au marché et à l'environnement. Donc, on peut mettre la qualité des fournisseurs locaux, la proximité des consommateurs sophistiqués, l'accès au marché d'exportation, la qualité du réseau routier, la qualité des universités et des centres de recherche. Si tous, on ajoute aussi présence d'autres firmes du même secteur, et si tous ces critères sont respectés, la firme ne peut que améliorer sa compétitivité hors prix ou, on peut dire aussi, compétitivité structurelle. Voilà donc, toute la section est achevée. Donc, je vous remercie vivement pour votre attention tout au long de ces séances que j'ai assurées pour vous. Je vous souhaite une très forte chance pour l'examen et n'hésitez pas à réviser. Et bon courage. Merci.